Devenir woke. 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 Bonjour, moi c'est Géraldine Franck et vous écoutez un épisode du podcast Devenir woke, le podcast qui raconte comment on a ouvert les yeux et le cœur pour voir les normes excluantes et les discriminations. Je ne pensais pas avant cette expérience qu'on me manquait de respect, mais là j'ai compris ce qu'était le respect. Et c'est énorme. Les hommes se respectent et les femmes respectent les hommes. Bienvenue dans cet épisode de Devenir woke avec Marie Daucher. Bonjour. Donc Marie Daucher, tu es photographe, réalisatrice, autrice, activiste et depuis peu également chevaleresse des arts et des lettres. La raison pour laquelle je souhaitais absolument te rencontrer, avoir un échange avec toi aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est connus par le biais de La Barbe, qui est un groupe d'activistes féministes. Et à l'époque, tu m'avais raconté quelque chose qui m'avait fait beaucoup réfléchir et qui par la suite, mais je fais un peu de suspense, avait donné lieu à d'autres expérimentations qui sont venues conforter tes propres constats. Ce que tu m'avais raconté, c'est que tu t'étais retrouvée à plusieurs occasions dans des situations où les personnes avec qui tu échangeais pensaient que tu étais un homme et que ça t'avait fait prendre conscience du traitement différencié qu'on accordait aux femmes et aux hommes. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelles sont les situations que tu as rencontrées et qui t'ont permis de prendre conscience de ce traitement différencié ? Oui. Alors d'abord, il faut mettre un contexte pourquoi j'ai pris une identité d'homme. C'était en 2014. J'étais à une soirée avec des amis, tout début en janvier, et j'ai dit qu'il y avait trop d'hommes exposés. En fait, en tout cas pas assez de femmes avec de l'argent public. Et j'ai commencé à compter. J'avais raison. Donc j'ai compté tout le secteur de la photo, institutions, festivals, éditions, etc. Où on était à peu près en dessous de 15% de femmes exposées, récompensées, etc. Alors que moi je connaissais beaucoup de femmes photographes, donc il y avait un problème. Et puis donc j'ai fait un gros travail de comptage, de lecture également. Il y avait peu de choses, en tout cas dans la photo il y avait rien du tout, mais il y avait peu de personnes qui travaillaient sur ces questions. Il y avait quelques sociologues, quelques historiennes de l'art, mais pas grand monde. Il y en avait plus dans le monde anglo-saxon. En France, pas tellement. Et puis, donc pendant plusieurs mois, j'ai consacré du temps à ça. Compter, m'informer, lire les études, et puis à un moment, je me suis dit, mais c'est génial, tout ça, on va pouvoir changer le monde. Et donc, je me suis dit, je vais faire un blog que j'ai appelé Atlante et Cariatide. Ce sont ces grosses statues qui soutiennent le toit du temple, et en l'occurrence, le temple de la culture. Et j'étais en train de chercher une forme d'écriture, et je tombe sur un article de Livre Hebdo, qui est le magazine professionnel des éditeurs, libraires, du monde de l'édition, et qui a fait une étude qui montre que les hommes ne lisent pas les femmes, enfin, à la marge. Et je me dis, mais j'ai pas fait tout ce boulot pour qu'ils lisent pas, en fait, parce que c'est à eux que je m'adresse principalement. Et donc, j'ai décidé, après beaucoup de réflexions, parce que je voulais pas invisibiliser non plus une femme que j'étais, mais j'ai quand même décidé de prendre une identité d'homme avec, à terme, je me suis dit, je trouverai un moyen de révéler mon identité. Mais j'ai bien fait, puisque j'ai donc posé le problème de l'invisibilité des femmes et du problème de l'argent public aussi, qui fabrique des hommes artistes, avec donc des chiffres, les mecs adorent, avec des études et avec une identité d'homme. Et en interpellant, j'ai commencé en interpellant le directeur de la Maison européenne de la photographie, mais après toutes les grandes institutions. Je m'adressais à eux avant, mais après c'était publiquement quand ils résistaient. Donc j'ai eu cette identité d'homme. Alors j'ai pris le nom de Vincent David, sans me rendre compte que ça faisait David Vincent, un peu le Vincent c'est le prénom de mon arrière-grand-père paternel et David c'est le prénom de ma grand-mère maternelle. Et le nom de famille de ma grand-mère maternelle. Et donc Vincent David est apparu d'un coup sur la scène de la photographie. Et il a été immédiatement respecté. De façon
c'était étonnant. Hein. Moi, je pouvais poster un texte le matin. Le soir, j'allais à un vernissage. Je lançais, pas toujours, mais parce que des fois c'était déjà là, mais je lançais le sujet que j'avais posté le matin. Les gens me disaient ah mais non, mais t'as pas lu Vincent David. Non, mais non, toi tu connais rien. Lis-le. Moi, j'avais posté le matin et on me disait que je n'y connaissais rien et qu'il fallait que je lise Vincent David, qui était un homme visiblement très cultivé. Intelligent, pas clivant, un mec bien, soucieux d'argent public, enfin le mec bien, progressiste, voilà. Et c'est arrivé. Alors, pour arriver à être crédible, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il suffit pas de mettre un nom masculin. C'est que à ce moment-là, j'ai beaucoup appris d'une chercheuse avec qui j'ai pas mal travaillé, qui s'appelle Odile Fillot, et où on a essayé une écriture qui était neutre, le plus neutre possible. Donc, il y avait aussi, on était en 2014, hein, c'était aussi c'est pas complètement le début, mais en fait, de l'écriture inclusive. Donc, il fallait vraiment travailler sur la forme de l'écriture. Ne laisser comprendre que j'étais pas seule, qu'on était plusieurs. Donc ça, c'était un premier exercice, et laisser comprendre et faire croire donc que j'étais un homme. Mais pas masquer que j'étais une femme complètement. C'est-à-dire avoir une écriture assez fluide, neutre, et où on était plusieurs. C'est un exercice super intéressant. Et on est obligé de le penser, cette question. Parce que, ultérieurement, par exemple, j'ai eu l'occasion j'ai un copain photographe qui me dit, ah, tu vas voir, il y a un bouquin qui va sortir, qui est génial. C'est une nana, elle s'appelle Zoé Sagan. Tu vas voir, ça va révolutionner le féminisme, des pentes étant foncées. Je dis, bon, faut voir. Et puis, et je lis quelques pages, et je dis, mais c'est un mec. Et puis je voyais, il y avait un compte Zoé Sagan sur Facebook et Instagram, je lui dis mais c'est un mec. Il disait mais non, c'est une nana, je te jure, j'ai été en contact avec elle. Et je dis mais tu l'as vue? Il dit non, mais c'est une femme, et tu vois bien. Je lui dis non, je vois surtout que c'est un mec. C'était le ton. Parce que comme les hommes ne nous disent pas, ils peuvent pas savoir ni ce qui nous intéresse, ni comment... Alors, toutes les femmes ne s'adressent pas au monde de la même façon, on est bien d'accord. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas, nous. Une espèce de brutalité, une espèce il y avait ce ton très moqueur, enfin, pas moqueur, enfin, il y avait une agressivité qui est singulière à certains hommes, que les femmes n'ont pas, en règle générale. Et donc, je lui dis, c'est un mec. Et puis quand le livre est sorti, enfin voilà, tout le monde s'en est rendu compte, et puis c'était effectivement un homme. Donc c'est pas évident, c'est pas simple, en fait, de passer pour une femme. Passer pour un homme, un peu plus, parce que nous, depuis qu'on est petite, on les lit, les hommes, hein, depuis l'école. Et c'est pas parce qu'Alice Coffin a dit j'essaie de moins les lire, hein, moi aussi j'essaie de moins les lire, mais on a été quand même nourris, et on est en permanence nourris de leur discours, donc on sait en fait s'adresser à eux. Donc une fois que cette identité d'homme a été installée dans le milieu de la photo, ça a prospéré pendant une petite année. C'était un exercice très stressant au début, parce que j'avais peur de me tromper dans les comptes Facebook, dans les comptes, etc. Et puis de me trahir à un moment, de faire une erreur. Donc c'est pour ça que Odile relisait tous les textes pour être bien calé. Et puis, ouais, cette identité a été incroyable parce que on m'écrivait. Quand j'ai fait, par exemple, un article sur le peu de représentation des femmes dans les principaux festivals de photos. Alors, les gros festivals se sont dispensés de répondre, bien entendu. Mais ils l'ont payé plus tard. Mais il y en a pas mal qui m'ont répondu en disant « Mais oui, on a refait les comptes et en fait, on se rendait pas compte. » Mais je voyais bien que la façon dont on m'écrivait, jamais on ne m'avait écrit comme ça. C'est-à-dire que je ne pensais pas avant cette expérience qu'on me manquait de respect. Mais là, j'ai compris ce qu'était le respect. Et c'est énorme. Les hommes se respectent et les femmes respectent les hommes. Parce que les femmes, c'est pour ça que j'avais appelé Atlante et Cariatide, hein, parce que dans les discriminations faites aux femmes, il y a des femmes qui jouent ce jeu-là aussi, de les discriminer. Et donc, j'ai vu ça. Et donc, à plusieurs reprises, enfin, à des réunions, enfin, partout, on me disait, non, enfin, toi, tu connais rien, va lire Vincent David. Hommes et femmes me disaient ça. Et donc, à ce moment-là,
je dois avoir 49 ans et on est après aussi, les débats violents sur le mariage pour tous, qui ont marqué un pas dans ma vie. C'est-à-dire que je suis lesbienne, le mariage, je m'en foutais, mais la violence de ce qui s'est passé, nous a fait sortir du bois, hein, et donc, avec une grande angoisse, je me suis dit, mais comment tu as été dans cette société pour ne pas te rendre compte de l'état de la société sur ces points-là? Et je me disais, il faut changer quelque chose, mais je me sentais complètement illégitime à pouvoir changer quelque chose, pas forcément très intelligente, pas bête non plus, mais enfin, j'étais pas sûre de moi. Ça veut pas dire que je suis beaucoup plus sûre, mais quand même, quelque chose a changé, parce que c'est la première fois que je lisais, que j'entendais, que j'étais quelqu'un d'intelligent, de cultivé, de pas clivant, etc. On m'avait jamais dit ça. Et ça change tout, en fait. Ça change tout. En termes de rapport à sa propre image, à sa propre intelligence. Et ça a été, entre cette expérience-là, plus travailler avec Odile Fillot sur cette relecture, sur cette écriture-là, ça m'a profondément changé, en fait. Il y a jusqu'à 49 ans, et puis après, là j'en ai 60. C'est-à-dire qu'on t'a donné de la reconnaissance et on t'a donné les moyens d'avoir de l'estime de toi, en fait. Voilà. Et c'est énorme. Et même si je savais qu'on s'adressait il pensait s'adresser à un homme. D'ailleurs, quand j'ai révélé donc mon identité, c'est à peu près 1 an plus tard, c'était à la Maison européenne de la photographie. Par une histoire qui serait un peu longue à raconter, je me suis retrouvée à organiser une soirée de rencontres entre des gens de la photographie, hein, ça pouvait être des politiques, des institutions, j'avais fait un film sur des photographes, et ça s'appelait Ni vu ni connu, comment les femmes font carrière ou pas en photographie. D'ailleurs, il me semble me souvenir que je t'avais demandé, est-ce que je peux utiliser Ni vu ni connu? Oui, parce qu'on avait lancé aussi une action qui s'appelait Ni vu ni connu avec Georgette Sand. C'est ça. Le collectif Georgette Sand, on avait créé un Tumblr pour faire des petits posts pour faire connaître des femmes qui étaient insuffisamment contenues de ce qu'elles avaient vécu, fait, etc. Et ça m'avait devenu un livre aussi d'ailleurs. Ouais, ça m'avait tellement marqué cette expression qui résume tout que oui, je me souviens que je t'avais appelé, je dis est-ce que je peux l'utiliser, puis comme bonne féministe, tu m'avais dit mais bien sûr. Et d'ailleurs j'ai signalé à plusieurs reprises. Et donc j'ai fait cette soirée et le directeur de la MEP m'avait dit il faut inviter Vincent David puisque c'est lui qui m'a interpellée. Et donc je lui ai dit quand même à une réunion préparatoire que c'était moi parce que je voulais pas le mettre dans l'embarras non plus. Mais il m'a promis de ne rien dire. Ce qu'il a fait. Et donc c'est une journaliste, Anne-Frédérique Fer, qui est dans mon secteur professionnel, qui est venue faire une interview ici, où je me suis filmée, et elle aussi en train de faire l'interview. Et donc quand je l'ai projetée, j'ai donc repris une identité de femme. Et dès le lendemain, j'étais devenue une hystérique. Ah, fascinant. Voilà. Alors, dans une mesure un peu moindre que d'autres féministes le pensent, parce que ce qui était acté, ce qui était posé, ce qui avait déjà été conscientisé, les gars, ils pouvaient plus dire, revenir dessus. Ils pouvaient pas vraiment revenir dessus. Donc il y avait tout ce travail qui avait été fait. Et puis je pense aussi que bon, il y a eu des oppositions très fortes, hein. Il y a eu des moments compliqués, mais je me suis moins faite attaquer que d'autres femmes parce que d'abord j'étais pas jeune, je suis lesbienne et les gars ils savent pas complètement comment gérer cette histoire, ils savent pas comment gérer ça. Il y a pas les mêmes insultes, il y a pas, ils ont pas, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir pour contrer quelqu'un. Et là, ça, ils n'arrivaient pas à le faire de la même façon. Donc, j'ai bénéficié de ce passif masculin, et puis d'être ce que je suis en fait.
Alors, quand j'ai eu l'envie de t'inviter, c'était aussi pour te parler d'autres expériences un peu analogues. Malheureusement, il y en a une que je ne retrouve pas, donc j'en profite pour faire un appel à aide aux personnes qui auraient lu cette étude de psychologie sociale et qui arriveraient à la retrouver, parce que j'ai cherché différents mots-clés sur des moteurs de recherche, je ne la trouve pas. En tout cas, quand je l'avais lue, elle m'avait beaucoup marqué, donc je m'en souviens relativement bien. C'était une étude de psychologie sociale où en fait, on faisait faire passer des tests à des personnes qui se retrouvaient au sein d'un jury pour déterminer si une personne qui avait commis un meurtre était innocente ou coupable. Et en fait, il y avait un script qui évidemment ne changeait jamais, puisque c'est le principe d'une expérience, c'est d'avoir tous les paramètres égaux par ailleurs, à part celui qu'on veut tester. Et dans ce script, l'intégralité des membres du jury, à une exception près, disait le mis en cause est coupable. Il y a une personne qui disait non, cette personne est innocente. Et le seul paramètre qui changeait, c'était que ce membre du jury qui avait un avis différent était au choix un homme ou une femme, selon les personnes selon les différents scénarios. Et on s'est rendu compte que les personnes à qui on faisait passer ce test suivaient parfois l'homme, parce que la vision qu'elles en avaient, c'était c'est un justicier, un visionnaire qui est en train de réaliser, de se rendre compte de quelque chose dont les autres n'arrivent pas à prendre conscience. Et peut-être que c'est lui qui a raison et il faut pas qu'on condamne un innocent. Et suivez ce membre du jury qui pourtant était minoritaire. Par contre, quand c'était une femme, et donc évidemment le script était 100% le même, on avait tendance à considérer que c'était une personne hystérique, à côté de la plaque, qui voyait pas les évidences, alors que quand même, il y avait consensus au sein des membres du jury pour signifier que la personne mise en accusation était coupable. Et je me suis dit, c'est fou, c'est-à-dire qu'il y a que ce paramètre-là qui change, mais tout d'un coup, alors que quand c'était l'homme qui écrivait, c'était aussi avec des majuscules, des points d'exclamation, mais là, ça témoignait d'une force de conviction. Alors que quand on pensait que c'était une femme qui l'écrivait, on se disait une hystérique, une folle qui essaie de s'imposer. Mais je l'ai lu cette étude, ouais, effectivement. Et il y en a une autre qui est très intéressante. Alors là, on remonte avant même la parole. C'est des nourrissons. On prend 2 groupes équivalents, pareil, hein, et on leur projette le même nourrisson en train de pleurer. Et dans un groupe, on met que le bébé s'appelle Karen et dans l'autre qui s'appelle John. Et John, lui, il est en colère, il réclame à manger, voilà, c'est un petit gars, quoi. Et puis la fille, elle est fragile, elle voudrait sa maman, etc. C'est des bébés, alors qu'on ne peut pas reconnaître un nourrisson, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Hein. Donc voilà, ça dit déjà beaucoup de choses. Mais moi, je l'ai vu, enfin, je l'ai vécu. C'est alors, ce qui est dommage, c'est que j'avais créé un mail sur une plateforme puis à un moment, quand je m'en suis plus servi, ils ont supprimé. Mais j'avais des mails, j'ai eu des mails, par exemple, de femmes qui ont une responsabilité dans ce secteur de la photographie. Cher Vincent, et puis qui, quand j'étais une femme, m'ont attaqué, mais brutalement. Je leur dis, dites donc, quand j'étais un mec, ça vous gênait pas. Parce qu'elles n'avaient pas fait de lien. Et là, on marque des points quand même. Et oui, il y a une différence de traitement qui est... mais ça a été fait aussi dans des entreprises commerciales qui fonctionnent beaucoup par mail. Exactement. C'est ça. Du coup, je les ai relus. Et donc, il y en a notamment une qui avait pas mal buzzé à l'époque. Donc, c'était une expérimentation qu'avaient fait 2 personnes dans une entreprise. Alors, les faits dataient de 2014, mais un des 2 salariés a témoigné de ce qui s'est passé en 2017 et ça avait pas mal buzzé sur Twitter. Donc, j'ai un peu repris les éléments. Donc, en 2017, donc c'était aux États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 collègues, dont on connaît le nom, Martin et Nicole, qui travaillent dans la même entreprise et qui doivent travailler avec des clients. Et en fait, pendant une matinée, Martin trouve que les clients sont relativement hargneux et que il y a une forme d'impolitesse et de dédain qu'il n'a pas l'habitude de voir chez certains clients. Et puis à la fin de la matinée, il se rend compte qu'en fait, il a utilisé la boîte à Outlook de sa collègue en gardant la signature de sa collègue. Puis ça le questionne et il fait une proposition à Nicole et ils vont le faire pendant 2 semaines. Ils vont échanger en fait leur nom. Donc chacun va continuer son travail, lui sous le nom de Nicole, elle sous le nom de Martin. Et du coup, il y a eu pas mal d'interviews suite à ce thread qu'il a fait sur Twitter. Et ce que disent l'un et l'autre, c'est que lui, ce qu'il a constaté, c'est qu'on critiquait ses méthodes, que quand il posait des questions, on répondait pas à ses questions.
À un moment donné, quand il en avait marre et qu'il signalait qu'il s'était trompé et qu'en fait c'était pas Nicole qui répondait mais Martin, tout d'un coup, paf, il voyait le client changer d'attitude. Et en gros, son résumé, c'est de dire tout ce que je faisais était questionné et j'ai vécu un véritable enfer. Et elle, à l'inverse, elle dit je n'ai jamais été aussi productive que pendant ces 2 semaines. Ouais. Ah oui, mais c'est évident. Mais on peut être aussi porteuse de ces formes de discrimination. Il y a l'année dernière, c'est pas sur la parole, mais c'est sur l'attitude. J'étais avec 2 amis, c'était quand je faisais le travail là sur les lesbiennes, là, sur la commande photographique du ministère de la Culture et de la BNF. On avait fait des photos au bord d'une rivière, c'était vers Besançon. Et on repart, on est resté longtemps et on repart à travers un champ avec un petit chemin de passage. Et il y a une femme qui arrive avec un enfant. Et elle est assez chargée. Enfin, ils vont pique-niquer, visiblement. Et alors, c'est la fille qui est derrière moi qui me raconte. Et je ne me pousse pas. Et le mec, son mari arrive derrière, tenant juste la main de son fils. Et là, je me pousse. Moi, je m'en suis pas rendu compte, bien sûr. Mais quand elle me l'a dit, je dis, mais c'est pas vrai, quoi. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Oui. Donc, il faut aussi se déconstruire nous-mêmes. Bien sûr, et c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans l'inconscient. C'est-à-dire que si on dit aux personnes, est-ce que tu es plus ou moins poli avec une femme ou un homme, ils vont me dire, ah mais non, moi je traite tout le monde pareil. Et c'est pour ça que notamment dans les crèches, parfois quand il y a des formations sur l'égalité femmes-hommes, il y a des personnes qui viennent observer et qui décryptent et qui font un retour. Et si on n'a pas quelqu'un qui nous regarde agir, c'est très difficile de prendre conscience de ça en fait. Ouais. Et c'est pour ça que le sexisme est un système. Et c'est un système parce que les femmes elles aussi sont imprégnées du sexisme et contribuent à le perpétuer. Et c'est pour ça qu'on a cette nécessité de prendre conscience de ces choses-là, parce que sinon, c'est tellement invisible qu'évidemment, on est tous et toutes dans la répétition. Ouais. Et puis on peut rajouter la case noir ou arabe, parce que il se trouve que je connais des commissaires d'expo qui peuvent être, j'en connais qui sont d'origine algérienne ou Afrique subsaharienne, et que je connais bien. Donc au quotidien, on peut donc qui vivent bien entendu ces situations de dévalorisation en tant que femme, mais on rajoute cette couche et donc, il y en a que je connais, j'entends parler, mais là, il se trouve que j'ai eu une expérience de 2 mois assez intense. Et là, tu as dit commissaire, et j'ai tout de suite pensé à un homme. Et c'est ensuite, quand tu as féminisé, que je me suis dit, ah bah oui, la commissaire peut être une femme. Oui. Alors que là, je suis en train de parler féminisme avec toi, et j'ai quand même eu ce truc où je me suis dit, mais pourquoi elle est en train de parler tu vois? Ouais. Oui. Et mais c'est vicieux parce que c'est partout. Et je vois bien quand elles parlent entre elles, c'est-à-dire qu'elles ne me parlent pas à moi, mais entre elles, ce qu'elles se racontent. Mais jamais, ni toi ni moi ne le vivrons. J'ai collaboré à un livre qui s'appelle Les artistes peuvent-ils tous tout dire. On était plusieurs artistes et à un moment on s'est retrouvés à aller parler du livre dans des librairies plutôt progressistes. Alors bizarrement, d'après ce que j'ai constaté, c'est toujours les femmes artistes qui répondaient présentes pour venir. Les hommes sont occupés, je sais pas ce qu'ils font. Et donc il y a un soir où j'étais avec Boulouzoum Sfatsefan, qui est donc d'origine asiatique, et Axel Tchadjike, qui est d'origine africaine. Et on a parlé pendant 1h30 devant un public ouvert. Et à un moment, à la fin, il y a eu des échanges comme ça, et puis un homme qui a quand même mis un petit peu en doute le fait qu'il y ait du racisme, en disant, mais est-ce que vous êtes bien sûr, est-ce que c'est pas, etc. Et là, je les ai regardés, est-ce que je peux répondre? Alors là, j'ai pris la parole, mais je leur ai demandé avant. Elle m'a dit, ouais, vas-y. J'ai dit, c'est simple. Je n'ai jamais vécu ce qu'elles vivent, et je ne le vivrai jamais. Donc ça s'appelle du racisme. Et c'est vrai. Et ce racisme agit de la même façon, c'est-à-dire c'est toujours ces espèces de qui peuvent être des micro-dévalorisations, humiliations, etc. Il y a les grosses humiliations aussi, mais c'est ces micros en permanence qui sont là, et comme pour les femmes, et qui sapent en fait la confiance. Ça sape la confiance en fait.
Et c'est pour ça que l'expérience d'être un homme, ça nous remet à notre place, c'est-à-dire avec notre intelligence, avec un peu d'assurance, quoi. Et ce que tu disais, ça me fait aussi penser, très souvent quand les gens questionnent l'utilité de la mixité choisie, j'en vois toujours soit un écrit, soit une vidéo de Christine Delphi qui explique la nécessité selon qu'on l'appelle soit la mixité choisie, soit la non-mixité, mais en tout cas le fait de s'extraire d'espaces où les hommes sont également admis. Et dans ce qu'elle dit qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher, en tant que groupe dominé, d'être dans une forme de désir de séduction du groupe dominant. Parce qu'on souhaite être accepté, on souhaite être validé. Et qu'il n'y a que cette expérience où on sort de ce système-là qui nous permet de réellement en prendre conscience. Et à la Barbe, je sais pas si tu te souviens, mais on avait une salle de réunion dans une maison des associations, on était entre femmes, et c'est arrivé qu'un chercheur intervienne. Et en fait, c'était fou parce que tout d'un coup, ça m'a permis de prendre conscience pleinement de ce qu'elle décrivait, c'est-à-dire que pourtant lui il avait une attitude tout à fait adaptée, c'est-à-dire que en tant que chercheur il était en retrait, il prenait pas la parole, il prenait des notes, il analysait, etc. Mais tout d'un coup on s'adressait différemment, c'est-à-dire que je voyais des regards en biais pour voir s'il notait ce qu'on disait, s'il avait l'air d'acquiescer, etc. Et même dans un groupe de femmes féministes qui ont conscience de tout ça, quelque part chez certaines il y avait une recherche d'approbation. Oui. Et ce qui est dingue, c'est parce que on peut être beaucoup critiqué, soit les associations, les groupes noirs ou les associations de femmes, enfin, etc., de vouloir des fois des moments en non-mixité, alors qu'au fond, il y a aucun mec qui vient, parce que ça les intéresse pas ce qu'on raconte. Mais qu'on dise non, vous allez pas venir. Alors là, ça déclenche. Moi, je vois on a créé un collectif qui s'appelle La Part des Femmes en 2018. Alors, il y a des photographes hommes qui nous soutiennent. Enfin, je pense. Mais une fois, je sais pas, ils avaient dit un truc bien sexiste, donc on les a un peu repris, pas méchamment, mais enfin un peu. Et alors là, d'un coup, ils sont un peu énervés, en disant ouais. Et puis d'abord, pourquoi nous on peut pas rentrer à la part des femmes, etc. Et je leur dis proposez-nous, dites-nous ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire. Nous, on recrute comme ça. J'avais personne qui a postulé. Ah ben non, non parce que nous on travaille. Alors moi je suis la seule visible, hein, les autres ne le sont pas, donc on travaille. C'est pas pour la gloire, c'est vraiment travailler, pas pour l'argent, c'est vraiment travailler pour faire changer des choses. Donc ça leur va pas. Mais en tout cas c'est vrai que cette non-mixité, elle est quand même essentielle à plein de points de vue. Hein. Moi, je vois dans le collectif, enfin dans tous les collectifs, enfin quand à un moment on peut parler de choses personnelles et il y a des choses qui se diraient pas s'il y avait un homme. Même le mec le plus gentil, le plus agréable, attentif, déconstruit, et peut-être même le plus gentil, parce que comme on sait que lui il est gentil, on a peur de dire quelque chose sur des gens qui lui ressemblent et que lui s'imagine qu'on le met dans le même sac. Oui. Et du coup, on va prendre tellement de précautions qu'on va plus oser s'exprimer. C'est ça. Donc c'est même pas leur dire qu'on va être en non-mixité, on le fait, puis voilà, parce que sinon c'est. Mais c'est vrai que attendre la validation d'un groupe de personnes dominantes, oui, c'est un système psychologique, dont il faut arriver à s'extraire. Et en préparant du coup cet entretien, j'ai repensé à deux autres anecdotes. Donc l'autre c'est également deux États-Uniennes, donc Penelope Gazin. J'espère que je l'ai à peu près bien dit, parce que en tout cas je l'ai très mal écrit. Donc Penelope Gazin et Kate Dwyer. Donc c'est deux femmes qui ont créé un site qui s'appelle Witchsea, un peu inspiré de Etsy, donc avec l'idée que des créatrices puissent proposer des produits. Donc là, c'était très orienté sur tout ce qui est un peu ésotérique. Et en fait, ça a très vite très bien fonctionné, puisque déjà, elles rémunéraient très bien les créatrices, ce qui est un peu quand même une spécificité dans ce milieu-là. Et puis, dès la première année, elles ont vendu plus de 200 000 produits. Enfin voilà, quelque chose qui fonctionne. Mais en tout cas, elles se sont rendues compte que elles étaient confrontées très régulièrement à des réponses soit en retard, soit des réponses très sommaires, et parfois très irrespectueuses. Et comme elles ont été fatiguées de ça, elles ont eu l'hypothèse que si elles se créaient une troisième personne qui collabore,
elles allaient opter pour un homme fictif qui allait envoyer les mails dans toutes les situations où elles n'arrivaient pas à débloquer quelque chose et dont elles avaient besoin. Et en fait, elles se sont rendues compte que tout d'un coup, non seulement elles obtenaient des réponses, qu'elles les obtenaient rapidement, que ces réponses étaient polies, et qu'en plus on leur demandait si elles avaient besoin d'autre chose. Ouais. Enfin, il en Ouais. l'occurrence. Et c'est-à-dire que je pense que quand on n'a pas vécu ces deux situations, c'est impossible à imaginer à quel point la différence de traitement elle est énorme. Ouais, de le vivre, c'est dingue. Moi, quand je dis que ça a changé ma vie, c'est que ça a changé ma vie. Vraiment. Si je reprends ça, moi, il y a 10 ans, j'étais loin d'être là, quoi. Enfin, c'est très puissant. C'est très puissant. Ça dessert un étau, en fait. Et ça serait bien que les hommes soient au courant. Alors, il y en a beaucoup qui sont dans le déni de ça, mais qu'on leur fasse prendre une identité de femme à un moment pour faire du commercial par mail, tiens, par exemple. Hein, on va voir. Mais ils sont pas, je pense, ils sont pas au courant et ça serait bien qu'ils le soient, quoi. Mais c'est vrai que les hommes se respectent entre eux. C'est Ouais. dingue. Ça me fait penser, et ce sera ma dernière anecdote, mais aussi au réalisateur trans Océan, qui témoigne du fait que, ayant eu une transition un peu tardive, il a vécu en tant que femme lesbienne pendant un certain temps, et il raconte qu'un jour il rejoint sa compagne, et puis je crois qu'il est en scooter, mais en tout cas il se retrouve dans une situation où il se gare face à un homme, et puis cet homme lui parle, et il lui parle de façon extrêmement sympathique. Et puis, je sais pas, ça le met de bonne humeur d'avoir une interaction sociale agréable. Et puis il rejoint sa compagne qui est quelques mètres plus loin, et puis sa compagne lui relate qu'en fait ce mec l'a lourdé pendant hyper longtemps, qu'elle a eu du mal à s'en débarrasser, qu'il était extrêmement pénible. Et en fait, là aussi, on prend conscience du fait que ce même mec, qui est en fait un harceleur sexuel pour les femmes, est un bon compagnon pour Oui. les autres hommes. Mais oui. Moi, je me souviens d'une discussion avec un adolescent dont j'ai été très proche, et on parlait de ça. Il me disait, ouais, mais mes copains ne sont pas comme ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'en fait, ce sont tes copains. Et personne va aller se vanter d'avoir harcelé, violé, etc. Je lui dis, mais si, statistiquement, dans tes copains, il y en a un, forcément. J'espère que c'est pas toi, mais mais parce qu'ils ils se valorisent entre eux et donc jamais ils vont se soupçonner de ça. Et d'ailleurs, ils se soutiennent. Enfin, on l'a vu dans les grandes affaires de scandales sexuels. Ça avait commencé avec Strauss-Kahn. Hein. On a bien vu à quel point, autour du grand homme, tout le monde se mobilise, même des femmes. Hein. Des femmes qui font partie de milieux dominants, bien entendu. Donc c'est... Ouais. Et et moi, j'ai du mal à comprendre, parce que je me suis rendu compte quand même que dans ce milieu, je me suis rendu compte de la fragilité des hommes. Alors, je m'explique. Ceux qui sont en responsabilité de festivals ou d'institutions, etc., il suffit de leur dire, bon, vous faites plein de choses, c'est bien, vous avez de l'argent public, c'est super, mais il faut que vous exposiez des femmes. Alors, on n'est pas, dans la première phase, j'en étais même pas à des Noirs et des Arabes, hein, parce que là, ils comprennent même pas le sujet, mais au moins des femmes. Là, ils sont d'une fragilité mais dingue. C'est comme si, enfin moi, j'en connais qui ont fait des dépressions, et cette fragilité, elle est étonnante. C'est-à-dire qu'il suffit de leur dire exposer des femmes pour que d'un coup leur monde s'effondre, quoi. Ils sont dans l'incapacité totale de comprendre de quoi on leur parle, de comprendre leurs mécanismes, mais parce qu'ils n'ont jamais été questionnés, parce qu'ils se valorisent entre eux, ils sont entre potes. Et dès qu'on leur dit, les gars, vous touchez de l'argent public, nous on y a droit aussi, c'est notre argent aussi. Et là, ils partent, voilà, moi, je peux donner quand même cet exemple d'un directeur de festival qui dit ouais, mais moi je peux pas exposer des femmes parce que j'ai pas assez de dossiers. Bah, bien sûr, quand on regarde la programmation depuis 10 ans de son festival, il y a pas une femme, enfin très à la marge. Et donc on va pas perdre du temps à faire des dossiers. Et donc je fais en sorte qu'il y ait plus de dossiers, de faire changer. Je lui dis on va faire bouger les choses puisqu'il y a pas assez de femmes. Donc on mobilise des femmes, etc. Et puis j'avais raison, les 3 prix qui ont été rendus à son festival étaient attribués à des hommes.
Alors, les 3 hommes avaient fait la même école, ils avaient eu le même prof qui a présidé les 3 jurys et qui présidait le festival. Mais le gars nous a expliqué avant que lui, il regardait que le talent. On le bien, mais bon. Donc, on l'écrit, ça, factuellement, ce qui s'est passé. Bon, pareil qu'il a fait une déprime, qu'il s'est coupé des réseaux sociaux, enfin, etc. Alors que c'est cette fragilité-là, cette incapacité à se remettre en question. Moi, je sais pas, quelqu'un de, je sais pas, quelqu'un de noir arrive et me dit, tiens, voilà, ce que tu fais là, ça nous empêche collectivement d'avoir de la vie. Je m'arrête 2 secondes et j'écoute. Enfin, ça me semble quelque chose d'assez sain à faire. Parce que on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas connaître toutes les situations là. Dans le projet que j'ai fait sur les lesbiennes, je me suis retrouvée avec des lesbiennes qui avaient porteuses de handicap que je ne connaissais absolument pas. Je ne peux pas imaginer. Mais on peut écouter, on peut transformer. Mais eux, ils peuvent pas. Ouais. Tu sais, j'ai un autre podcast que j'anime qui s'appelle Lutte Kurde et j'ai fait écouter un des épisodes à plusieurs personnes, un épisode qui n'est pas encore sorti. Et dans cet épisode, j'interroge une autrice qui raconte la guerre contre Daesh du point de vue des femmes. Et elle est allée plusieurs fois au Kurdistan pour recueillir la parole des combattantes. Et elle a choisi, dans son livre, parce que c'est quelque chose qui lui a été relaté comme une question importante par des femmes combattantes, d'évoquer à plusieurs reprises la gestion des règles. Moi, je lui dis, je suis hyper contente que cette question soit abordée dans le livre, parce que ça m'arrive très fréquemment, en fait, d'entendre parler des femmes et de me poser cette question et qu'elle soit pas abordée. C'est-à-dire que moi, je vois bien à titre personnel à quel point la gestion des règles a un impact quand je les ai sur ma vie quotidienne, où je me demande est-ce que je vais avoir des toilettes, est-ce que je vais avoir un point d'eau, est-ce que je vais pouvoir me laver les mains. Voilà, c'est vraiment quelque chose où j'y pense de façon régulière pendant la période de mes règles. Je me dis, dans un contexte comme ça, de guerre, avec un accès extrêmement limité à des points d'hygiène, etc., je me pose cette question. Comment font-elles ? Et le retour que j'ai eu d'une des personnes, c'est genre, mais on va pas parler de ça, c'est pas intéressant, c'est pas un sujet. Bah si, c'en est un gros. Et c'est un gros sujet. Et j'avais beau lui dire, mais en fait, moi, ça m'intéresse. L'autrice, ça l'intéresse, et ça l'intéresse parce que des femmes combattantes lui en ont parlé. On avait beau lui dire, en fait là, il y a plusieurs femmes pour qui cette thématique a un intérêt, pour lui, ça n'en avait pas. Ben oui, bien sûr, parce qu'il a pas ses règles. Attends qu'il les ait, tu vas voir que ça va l'intéresser, qu'il va en trouver des points d'hygiène. Et ouais, c'est vrai, c'est ça. Ce que tu disais aussi par rapport au fait que les hommes se soutiennent entre eux, ça m'a fait penser à l'humoriste lesbienne Anna Gatsby, qui à un moment donné est invitée à animer un gala où il y a plein de stars, et elle a un propos introductif extrêmement fort et éclairant, et notamment ce qu'elle dit, et je trouve que c'est extrêmement juste, elle dit en fait c'est aux femmes de décider où se place la ligne de ce qui est acceptable et de ce qui n'est pas acceptable. Parce que la solidarité entre hommes fait que si c'est eux qui définissent la ligne rouge, elle va constamment être fluctuante. Elle va être fluctuante par rapport à leur propre comportement, mais aussi par rapport au comportement de leurs amis. Et à chaque fois que soit eux, soit quelqu'un qu'ils connaissent vont avoir un comportement qui va être dénoncé par des femmes, ils vont bouger cette ligne pour que ce comportement-là soit du côté des comportements qu'on peut encore tolérer et accepter. Ouais. Ah bah Gatsby, elle est importante. Elle est importante. En fait, tu vois, dans ce podcast, je sais qu'il y a des trucs que les gens disent et qui me marquent. Et très souvent, je me dis, si ça m'a marqué, ça les a marqués. Et je m'attendais à ce que ça t'ait marqué. Mais je m'attendais pas à ce que tu me dises, ça a changé ma vie, tu vois. Enfin. Ah bah si. Tu vois. Et tu le sens quand les gens te relatent un truc comme ça qui a été hyper important. Tu vois, moi, je sais pas, j'ai un truc qui me percute, quoi, tu vois. Et pourtant, tu as dû m'en parler une fois il y a 5 ou 6 ans et je l'avais encore en tête, tu vois. Ouais. Mais où ça marque, c'est parce que aussi changer d'identité. D'ailleurs, des personnes trans ils peuvent vraiment témoigner de ça. Hein. Les hommes trans se plaignent pas beaucoup des interactions avec les hommes, socialement. Ils gagnent en fait globalement en une forme de comment dire. On va pas mettre ça. Alors que des femmes trans, c'est pas la même chose. Hein. Moi, je connais bien une photographe comme ça qui me dit, j'avais entendu parler de la misogynie, là je la vis et c'est compliqué en fait.
D'ailleurs, Emmanuel Bobatti, qui est un sociologue qui travaille sur ces questions, disait que c'était une des raisons pour lesquelles les femmes trans transitionnaient aussi beaucoup plus tard, parce que socialement, c'était beaucoup moins admis. On comprend pourquoi des personnes dominées veulent passer du côté des dominants, mais que là, il y avait une forme de ce que les hommes pourraient considérer comme une traîtrise à leur classe dominante, c'est-à-dire vouloir passer du côté des dominés, c'est une incompréhension totale. Oui. Ouais. Non, c'est dur. Mais c'est vrai que, oui, il y a eu pour moi cette espèce de changement d'identité, d'apprentissage du respect, enfin de la découverte du respect. Et puis il y a eu beaucoup ce travail sur l'écriture, en fait. Parce que je m'étais jamais autorisée à écrire, alors que ça faisait partie de mes objectifs d'adolescente, hein. Moi, je voulais être photographe et écrivaine. C'était ma vie. Et donc, c'est à partir de ça, de ce moment, que j'ai écrit mon premier livre, que j'ai créé ce blog. Voilà. Alors, il est bien évident que mon écriture s'est affirmée. J'écris plus de la même façon. Mais voilà, je me suis autorisée à faire réaliser mes rêves, en fait. Et c'est important. Ouais. Parce qu'avant, je me le serais pas permis. Est-ce que pour finir, Marie Daucher, tu peux nous rappeler ton actualité, sachant que je suis très en retard sur le montage de mes épisodes de podcast, que si tu annonces quelque chose qui est dans 2 semaines, à mon avis, ça sera diffusé ultérieurement. Donc voilà, peut-être donner le titre de tes ouvrages et puis où soit qu'on peut retrouver ton travail sur Internet, etc. Oui, alors en 2014, donc pendant que je faisais ce travail, j'ai également écrit un livre qui s'appelle « Alors je suis devenue une Indienne d'Amérique », qui sont des séries de petits textes que j'ai écrits qui reprennent en fait des épisodes personnels vécus durant les débats et les manifs sur le mariage et faisant aussi référence à des souvenirs. C'est un peu comme un journal à retardement et qui a été publié aux éditions X avec quelques photos d'archives personnelles. Et puis l'année dernière, j'ai été lauréate donc de la grande commande photographique de la BNF, donc qui passait commande à 200 photographes sur des sujets. C'est une sorte de radiographie de la France contemporaine. Et comme on était donc 10 ans après les débats et que les lesbiennes avaient été quand même particulièrement absentes des débats, il y avait eu des très mauvaises représentations et pratiquement pas de représentativité. Je me suis dit, je vais aller les voir, ces lesbiennes, on va parler, voir ce qu'elles sont devenues 10 ans après la loi. Et donc j'ai fait un travail sur l'ensemble du territoire, dans différentes couches de la société, et ça m'a occupé bien 9 mois. Et là, il y a un livre qui sort en octobre 2023 aux éditions La Déferlante avec beaucoup de textes parce que j'ai fait des entretiens et puis qui donne un accès absolument incroyable. En fait, moi je connais que 2 livres sur ces questions-là. Le premier travail que j'ai rencontré, c'était en 2012. Donc c'est tardif. Hein. En 2012, c'était le travail de Zanele Muholi, donc qui a photographié des lesbiennes, des trans, des queers d'Afrique du Sud. Et après, j'ai découvert un livre qui a été fait dans les années 70 par une photographe qui s'appelle Jeb, John E. Byron. Et voilà, c'était tout en fait. Et donc c'est intéressant parce qu'elles ont traité les choses de façon différente. Moi, je les traite aussi de façon différente, et que j'ai été en contact avec elles à chaque fois. Donc ça a été un projet vraiment passionnant à mener en fait. Et j'ai passé une année complète pratiquement qu'avec des lesbiennes. Je suis allée à un spectacle il y a pas longtemps, il y avait des hommes. Je me dis tiens, ça existe. Ça existe. Bon, les lesbiennes c'est pas non plus le royaume des bisounours. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai que j'ai passé une année entière là-dessus. Donc il y a des expos. Là, je vais en finir une à Clermont-Ferrand. Et puis j'espère en faire d'autres. Et puis il y a ce livre qui sort. Et puis tu as un site internet pour trouver ton actualité. Voilà. Oui. Ça, quel que sera le moment où les gens écouteront cet épisode. Voilà. Et puis s'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'avec mon collectif, on a travaillé depuis 3 ans sur le portrait de presse au prisme du genre
et des origines. C'est une étude hyper importante. J'ai déjà fait une émission sur Arrêt-sur-Émal, qui est accessible en ligne gratuitement. Le livre sort en octobre, normalement, en novembre, je crois. Et ça risque de changer pas mal de pratiques et une façon de faire de la photographie qui est souvent un peu dominante. Ouais, enfin, très dominante. Voilà. Alors tout à l'heure, je te disais, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Et quand tu as évoqué ce dernier projet, je me suis souvenu de la chose dont je voulais absolument te parler, puisque à l'époque, quand tu as eu un article dans Le Monde, et on a fait une photo de toi. Et il y avait quelqu'un qui était présent, un homme qui, en gros, dit genre, Ouais. poussez-vous parce que je suis en train de prendre une photo d'une fresque, ou bref. Et dans cette interview que tu donnes au Monde, tu dis une phrase que moi je voudrais voir placardée partout parce que on reproche beaucoup aux féministes d'être en guerre contre les hommes, et tu as cette phrase et qui résume très bien ce que je pense et qui est très bien formulée, où tu dis: je ne fais pas la guerre aux hommes, je veux mettre fin à la guerre qu'ils nous mènent. Ouais. Voilà, et ça c'est une phrase très importante, donc ça me fait plaisir de l'avoir oubliée pour pouvoir finir là-dessus, parce que je vais la redire tellement elle est importante. Je ne fais pas la guerre aux hommes, je veux mettre fin à la guerre qu'ils nous mènent. Et il nous emmène une. Ouais. Merci beaucoup Marie Daucher. Eh ben merci. Devenir woke.